Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'épisode numéro 27 de Finance Rockstars, notre vidéo podcast qu'on émet de Buenos Aires, Argentina, pour le monde, et spécialement maintenant pour le monde francophone. C'est un épisode extrêmement important pour nous parce que c'est notre premier épisode en français. Je m'excuse, mon français est un petit peu rouillé, on va faire ce qu'on peut. On est ici avec monsieur Stéphane Tabarier, qui est le chercheur d'affaires économiques de l'ambassade de France en Argentine, et on va parler les perspectives de l'intégration économique, industrielle et de commerce entre l'Amérique latine et l'Argentine en particulier, et l'Union européenne et la France. Alors, la première question est au sujet de l'accord entre le Mercosur. Et pour ceux qui ne connaissent pas exactement qui est le Mercosur, c'est l'union économique entre l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay et le Paraguay et l'Union européenne. C'est un traité d'affaires et de commerce qui a entraîné plusieurs années. Maintenant, c'est firmé. Et nous voudrons savoir quelle est la perspective du gouvernement français et l'intérêt pour les compagnies françaises dans cet accord. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité à ce podcast et félicitations pour votre français qui est bien meilleur que mon espagnol. Donc vraiment, je vous remercie. Je trouve que c'est absolument remarquable et je suis toujours frappé en Argentine de voir le nombre de gens qui parlent français, qui le maîtrisent et qui sont aussi pénétrés de culture française. C'est toujours très impressionnant et très, très agréable. Alors, vous avez commencé par la question la plus difficile pour moi au début de l'interview, donc je vais essayer d'y répondre clairement. Donc, évidemment, nous, en tant que représentants du gouvernement français, on a conscience que ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, il a créé beaucoup de débats en France et que la position française a souvent été perçue comme étant hostile au traité tel qu'il est, et que voilà, malgré ça, celui-ci est entré en application le 1er mai 2026, donc il y a tout juste un mois. Ce que nous, on peut en dire, vu de l'ambassade ici, c'est que tout en ayant conscience des difficultés que cet accord peut créer pour certaines filières en France, notamment agricoles, on sait aussi que ce traité-là, il crée beaucoup d'opportunités dans d'autres secteurs économiques en Europe, mais aussi en France, et d'ailleurs parfois des secteurs économiques aussi dans le domaine agricole. Et donc, notre travail, c'est désormais d'expliquer aux entreprises françaises quelque part les bénéfices qu'elles peuvent retirer de l'accord maintenant qu'il est en vigueur, de sorte qu'elles puissent tirer parti de ces opportunités. Et je vais par exemple citer 3 exemples. Le premier, c'est que c'est un accord qui permet la protection des indications géographiques pour les fromages, pour les vins, pour les spiritueux, et donc qui va créer une protection pour tout un tas de produits qui vont être exportés au Brésil ou en Argentine dans des conditions meilleures. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est un accord qui va baisser les barrières douanières dans certains secteurs pharmaceutiques, chimiques, l'automobile, etc. Et troisième facteur important, c'est que c'est un accord qui crée de la stabilité juridique, de la visibilité pour les entreprises. Et donc, aussi bien pour les grands groupes que pour les PME, elles peuvent voir dans les pays du Mercosur des pays où investir, où exporter, en ayant une stabilité des règles sur le long terme. Et ça, je pense que c'est très déterminant, d'autant plus que entre l'Union européenne et le Mercosur, il y a des complémentarités sectorielles qui sont très fortes. Alors, vous avez mentionné la stabilité des règles. Et ça, c'est une chose que notre faute dans l'Argentine, il n'y a pas eu dans je pourrais dire, les 50 années en arrière, et on est en train d'essayer. Mais le monde est en train de quebrer les règles du jeu et cette apparition d'un nouveau ordre mondial. Alors, ce type d'accord, qu'est-ce qu'il peut ajouter pour une société plus stable, pluralistique, de libre commerce, etc. Et aussi pour faire des nouvelles règles, mais des règles qui seront respectées pour plusieurs décades. Je pense que c'est un point qui est extrêmement important, c'est que cet accord, s'il a été signé finalement après de longues années de négociations au début de cette année, c'est qu'en fait, il intervient dans un moment où le monde est en train de se reconfigurer.
Et cette reconfiguration, elle crée beaucoup d'incertitudes, elle crée beaucoup de déséquilibres. Et justement, des pays comme la France, des blocs comme l'Union européenne, des pays comme l'Argentine, des blocs comme le Mercosur, ont la volonté de, à contrario de ce monde qui est en pleine mutation, en plein déséquilibre, la volonté de garder, je dirais, un état de droit, des règles qui s'appliquent, des règles claires, une optique de complémentarité économique, de libre-échange, et pas une optique de domination et de changement perpétuel des règles. Et je pense qu'un accord entre ces deux blocs, donc qui regroupe presque 800 millions de personnes, ça crée un espace dans lequel les producteurs des deux pays peuvent profiter des complémentarités sans être, je dirais, perturbés par ce bruit du monde qui a augmenté, cette instabilité qui s'est créée, et avec encore une fois des complémentarités très fortes. Donc on connaît évidemment, par exemple, la force qu'a le Mercosur et l'Argentine dans le domaine agricole, mais ce qu'on sait moins en Europe, c'est le potentiel qu'il y a dans le domaine énergétique, donc le pétrole, le gaz, qui ont commencé une énergie de transition. L'Argentine est un producteur très important et qui peut suppléer aux difficultés qu'a l'Europe aujourd'hui à se fournir en gaz au Moyen-Orient ou en Russie, mais aussi évidemment dans le domaine des métaux critiques. L'Argentine a les 3e réserves au monde de lithium, les 4e de cuivre, et ce sont des secteurs qui commencent à être exploités, et l'Europe, et la France en particulier, ont besoin de ces ressources pour leur industrie, pour la transition numérique. Et donc, il y a aujourd'hui dans ce monde-là des complémentarités entre les blocs qui sont très fortes, et aussi un aspect qu'on connaît moins, c'est que l'Argentine, c'est un pays technologique, et que là aussi, il y a des complémentarités à faire entre les startups, entre les entreprises technologiques des deux côtés de l'océan Atlantique. Et cet accord, il permet de créer, pour les entreprises-là, je dirais, un cadre juridique dans lequel elles vont pouvoir développer ces coopérations. Alors, le cadre juridique a une condition que nous, on parle toujours dans notre compagnie, avec les compagnies, les entreprises argentines, que c'est la stabilité et la possibilité pour les investisseurs de prévoir. Et c'est, nous on le sait, difficile de prévoir dans l'Amérique latine pour des questions politiques, spécialement dans l'Argentine, parce qu'il n'y a pas de politique d'État. C'est en train de se développer, mais ça prend du temps. Quel serait votre message pour les compagnies et les entreprises argentines qui veulent maintenant profiter et apporter dans la table, parce que ce n'est pas seulement de profiter, mais c'est intergencher de cet accord, de ces nouvelles possibilités. Parce que les entreprises argentines ont besoin de l'aide et de guidance. Non, je crois que cet accord, il crée des opportunités énormes, évidemment, pour les entreprises françaises, mais aussi pour les entreprises argentines. Parce que comme vous l'avez indiqué, il crée un cadre qui est désormais prévisible et qui donc, c'est un engagement international du pays. Et donc, a priori, en tout cas jusqu'ici, ça s'est passé comme ça, ces engagements internationaux-là, ils ne sont pas remis en question quand il y a des changements de gouvernement. Et on voit que c'est un traité qui a mis presque 25 ans à être négocié. Et donc, évidemment, maintenant, il va s'appliquer pour plusieurs années, plusieurs décennies peut-être. Et donc, il ne dépend plus, je dirais, de chaque alternance politique dans chacun des pays partis au traité. Donc ça, c'est très important. C'est qu'un accord qui, du coup, sort quelque part de l'instabilité politique qui peut se passer, d'ailleurs, d'un côté ou de l'autre, y compris d'ailleurs côté européen. Ensuite, pour les entreprises, il leur permet de se dire, ben voilà, moi, je vais trouver des fournisseurs, des clients d'un côté et de l'autre. Je pense en particulier pour les entreprises argentines, il y a la possibilité aujourd'hui de se fournir en Europe pour des composants de leur chaîne de valeur qui, jusqu'ici, par exemple, étaient produits ici, mais peut-être plus chers. Donc, elles vont pouvoir se fournir moins cher auprès de fournisseurs européens et donc avoir un produit fabriqué en Argentine beaucoup plus compétitif pour le marché interne, mais aussi à l'exportation. Et puis, pour les entreprises européennes, comme on l'a indiqué, le Mercosur, c'est un marché de presque 300 millions d'habitants dans lequel il y a aussi des opportunités de marché extrêmement importantes. Et encore une fois, on est d'autant mieux placé pour en profiter, nous, en Europe, qu'on est déjà des investisseurs très importants en Argentine et au Brésil aussi, d'ailleurs. Et donc, on a, je dirais, une expérience de la région très forte. Et aujourd'hui, il y a des conditions d'échange, d'investissement et de commerce qui sont bien plus favorables. Alors, si on pense à ces conditions favorables, comme vous parlez avec les entreprises françaises maintenant et qui commencent à avoir un intérêt pour l'Argentine, c'est dans les dernières 2 ans, l'Argentine a resurfacé dans le monde avec comme une possibilité. Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Quelles sont les questions que les entreprises en France vous demandent sur l'Argentine?
Alors, c'est une excellente question. Alors, moi, quand je suis arrivé ici il y a presque 2 ans désormais, je venais avec l'image que l'Argentine a en France, qui est une image effectivement de pays instable, en difficulté, etc. Et quand je suis arrivé et que j'ai commencé à analyser ce qui est en train de se passer, que je vois maintenant depuis 2 ans que je suis ici, la très importante transformation qu'il y a eu du pays en termes macroéconomiques, il y a des résultats spectaculaires, mais qui sont pas encore, je dirais, complètement connus en France et en Europe. Donc, il y a un travail d'explication à faire sur ce qui a changé, le fait que le cadre est plus favorable. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus connu, mais ça demande encore de la pédagogie, ça demande encore une information plus ciblée sur des entreprises à haut niveau pour aller les convaincre que l'Argentine de 2026, c'est plus l'Argentine d'il y a 5, 10, 15, 20 ans, qu'il y a des changements qui sont réels, mais qui soient compris. Et ensuite, le fait qu'il y ait cet accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur, quelque part, c'est aussi un changement de circonstances qui doit faire venir plus d'entreprises, y compris d'ailleurs maintenant des entreprises plus petites. C'est pas que les grandes entreprises qui doivent venir en Argentine. Maintenant, il y a un cadre qui permet à des petites entreprises de venir produire ici, de venir exporter ici dans des conditions bien meilleures. Donc en fait, on a quelque part toutes les conditions. Il y a un pays qui s'est amélioré d'un point de vue macroéconomique par ses réformes internes et on a créé en termes bilatéral un accord qui donne aussi beaucoup plus d'opportunités pour développer les échanges commerciaux et les investissements. Donc, toutes les conditions sont réunies pour qu'on ait une augmentation. Et je dois dire, je termine par là, que ces 2 dernières années, on a eu beaucoup de décisions d'investissement d'entreprises françaises qui, du coup, certaines qui sont ici, ont déjà compris ce qui changeait et ont commencé à en tirer profit dans l'oil and gas, dans les mines, dans le secteur agricole, le secteur agroalimentaire, l'industrie. On a eu vraiment d'énormes décisions d'investissement qui se sont passées. Et donc, je pense qu'on est au début de quelque chose. C'est pas la fin du chemin. Il y a encore un potentiel énorme qu'on peut développer dans les prochaines années. Nous, ici en Argentine, nous pensons que ce n'est pas certainement la fin du chemin, c'est un très petit commencement d'un très long chemin que nous, en Argentine, on a pour de bon, essayer de rattraper le monde. Nous, l'impression que, avec totale honnêteté, on a, ça c'est les mots, honnêteté, merci. Alors, et si j'épuise mon français, vous pouvez me corriger. Alors, le message que nous, dans notre compagnie, on a c'est les entreprises argentines. Ce n'est pas seulement le gouvernement en train de changer la macroéconomie, la règle, etc. C'est aussi les compagnies qui doivent rattraper le monde en termes de qualité, d'architecture empresariale, de la santé financière. Quand les entreprises françaises voient les entreprises de l'Argentine, vous croyez qu'ils voient des entreprises qui sont prêtes à recevoir des investissements ou il y a encore beaucoup de travail pour faire? Ça fait du sens, la question? La question est très, très pertinente. Je pense qu'il y a des secteurs aujourd'hui en Argentine qui sont déjà au top niveau de la compétitivité mondiale. Le secteur agricole, le soja en particulier, il n'a pas, je dirais, besoin d'amélioration technologique, d'investissement. Il y a des entreprises qui trouvent à se financer, qui ont les technologies et qui ont une compétitivité qui est incroyable à l'export. Après, il y a des secteurs qui sont en train de se développer, comme je parlais tout à l'heure du secteur minier, le lithium, le cuivre ou l'oil and gas. On est au début d'un potentiel, mais on voit déjà que dans les chiffres, il y a une compétitivité de l'Argentine au niveau international qui est très forte. La ressource en lithium, par exemple, est d'excellente qualité. La ressource en gaz à Vaca Muerta, elle est aussi très compétitive. Et donc, évidemment, si vous avez un accord qui vous permet de faire venir des composants importés à des tarifs beaucoup moins chers, si vous créez des conditions aussi d'investissement plus favorables, vous enlevez le contrôle d'échange, le CEPO, vous créez de la visibilité pour les entreprises, les investissements vont arriver parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche aussi beaucoup d'entreprises argentines de se développer? C'est qu'il n'y a pas de financement en Argentine ou il est extrêmement cher. Donc, si vous ouvrez le pays à l'international, si vous créez un environnement économique stable, vous donnez de la confiance aussi pour que des financeurs extérieurs viennent. Alors aujourd'hui, ils viennent sur le soja, l'agro, quelques secteurs, mais il y a d'autres secteurs où ils viennent pas parce qu'ils ont l'image de l'Argentine, pays risqué, pays instable. Mais si demain vous donnez cette continuité, vous avez en plus des accords commerciaux qui permettent de faire venir des intrants beaucoup moins chers, vous levez aussi les obstacles qui empêchent aujourd'hui à des petites entreprises argentines de produire à un niveau compétitif. Parce qu'en fait, si elles produisent pas aujourd'hui à un niveau compétitif, c'est qu'en fait, elles ont été soumises à beaucoup de contraintes tout au long des années. Et qu'évidemment, si on enlève toutes ces contraintes, elles ont un potentiel de développement énorme. Alors, si on les met tout de suite en compétition
avec des entreprises étrangères qui n'ont pas les mêmes contraintes, évidemment, là, il y a beaucoup de casse. Mais si on le fait progressivement, ces entreprises ont tout à fait les moyens, parce qu'ici, il y a tout. Il y a la qualité de la main-d'œuvre, il y a la qualité des produits, il y a le savoir-faire, il y a les intrants de base. Et surtout, l'accord UE-Mercosur, c'est ça que c'est important, c'est que dans les secteurs les plus vulnérables pour les pays du Mercosur, il prévoit des démantèlements tarifaires sur des durées qui vont de 4 à 10 à 15 ans. Donc, il laisse le temps aux secteurs des pays du Mercosur de s'adapter, de se moderniser, d'être plus compétitifs et ensuite de pouvoir effectivement trouver les meilleures complémentarités avec les productions européennes. Donc, je pense que l'Argentine a tout ce qu'il faut pour réussir. C'est simplement, comme vous le suggériez dans votre question, cette stabilité qu'il faut maintenir dans le temps pour que effectivement le pays redevienne attractif et que les entreprises aussi arrivent à se financer. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de financement de moyen long terme dans le pays parce qu'il y a toujours ce doute sur la stabilité des règles et du cadre. Mais je pense que le chemin, comme vous l'avez indiqué, on est au début du chemin, mais le chemin est dans la bonne direction. Et déjà, c'est quelque chose de très important. Alors, une des choses, je voudrais parler un petit peu avec de l'infrastructure. Nous travaillons beaucoup avec des entreprises de mining, la minerie, le lithium, etc. Mais il y a une chose qu'on est en train d'apprendre, que c'est dans l'Argentine, ça c'est dans les montagnes. Les montagnes de l'Argentine, c'est les Andes, qui c'est très haut. Alors, les mines de lithium, par exemple, sont à 4000. Oui, tout à fait. Et la chose, c'est le lithium est là, l'intérêt est là, il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin de fer pour bring down, je m'excuse, de descendre le lithium ou quoi que ce soit. Alors, notre sensation, c'est que l'Argentine ne peut pas espérer exclusivement des investissements. On doit libérer le capital pour aller acheter la technologie et le know-how. Comment on pourrait faire pour que les compagnies et le gouvernement de l'Argentine puissent avoir un meilleur accès à ces capitales pour aller... on parle de contrater des ingénieurs. On parle des compagnies qui peuvent construire ces chemins de fer. Ça pourrait être la SNCF, ça pourrait être beaucoup de entreprises, non seulement de la France, mais du monde francophone qui ont cette expérience. Vous croyez il y a une opportunité pour l'Argentine maintenant d'accéder à des meilleurs capitales internationales pour investir dans ces infrastructures très basiques qu'on a besoin? Non, c'est un très bon point. Donc nous en France, on a quelques entreprises dans le domaine minier en Argentine. Certaines sont dans le lithium, d'autres dans le cuivre. Et effectivement, le point qu'elle nous souligne, c'est que il y a un potentiel qui est énorme, mais après, il y a donc ce qu'on appelle des goulots d'étranglement, c'est-à-dire des bottlenecks en anglais, où effectivement, il manque parfois des formations techniques pour former des mineurs, les métiers de la mine. Il manque parfois des lignes de transmission électrique. Et il manque aussi effectivement des infrastructures de routes ou de trains pour sortir la marchandise et l'exporter dans le monde. Et donc là, il y a plusieurs manières de répondre à ça. On sait que certaines entreprises privées prennent à leur charge ces investissements. On a vu récemment que dans le projet à Vicuña, par exemple, dans la province de San Juan, il n'y a pas que le développement de la mine, il y a aussi toutes les infrastructures autour que les groupes miniers qui sont impliqués vont financer. Il y a évidemment le gouvernement local des provinces qui peut aussi développer ça, parce qu'on sait qu'au niveau national, il y a une règle aujourd'hui budgétaire très stricte, et donc il y a beaucoup moins d'investissements du niveau national, justement pour rétablir la crédibilité fiscale du pays, ce qui est un bon point aussi. Et après, nous, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des acteurs, des banques publiques de développement qui sont là pour apporter ces financements. Donc nous, en France, on a l'Agence française de développement, qui est une banque publique de développement qui finance des projets dans les pays étrangers, qui a un portefeuille en Argentine de presque 500 millions d'euros. Et là, ils sont sur, justement, le financement d'infrastructures minières en Argentine, parce que justement, il n'y a pas la possibilité parfois pour les entreprises ou pour la province de le faire, et donc c'est un financement étranger. Il n'y a pas que nous, il y a la Banque mondiale, il y a la CAF, il y a la Banque interaméricaine de développement. Donc il y a aujourd'hui des institutions financières publiques internationales qui sont présentes là-dessus. Et après, leur rôle à ces institutions, c'est de créer un effet d'entraînement aussi pour du capital privé international, de dire la route, elle va avoir un péage, on peut trouver une rentabilité. La ligne de transmission, l'entreprise minière va payer le prix de l'électricité et donc ça va avoir une rentabilité peut-être de long terme.
Après, je pense que ce qui est important pour le gouvernement argentin, c'est justement de créer cette stabilité macroéconomique parce que les privés vont se dire, bon bah voilà, il n'y a pas y avoir une dévaluation énorme, il n'y a pas y avoir le contrôle d'échange et donc je peux financer ça sans trop de risques que je sois ruiné dans 5 ans parce que j'ai mis. Donc voilà, donc il y a une responsabilité de divers acteurs, mais je pense que pour ces projets miniers qui sont tous rentables, parce qu'il y a une demande internationale, à mon avis, on va trouver du capital pour financer ces infrastructures qui sont autour. On le voit déjà en fait. Ok. Et que se passe-t-il? Je sais que vous parlez au nom du gouvernement français, mais la France est le leader d'un monde francophone qui inclut la Belgique, le Luxembourg, le Canada, le Liban, etc. Comment vous voyez cet conglomérat de pays francophones en termes de investir non seulement dans l'Argentine, mais dans le cône sud? Il y a une possibilité réelle. Comment ça pourrait marcher? Qu'est-ce qu'on pourrait apporter? Une de notre obsession, c'est que peut l'Argentine ne pas prendre du monde, mais apporter au monde. Qu'est-ce qu'on peut dans l'Argentine mettre sur la table du monde francophone en général? Non, c'est une bonne question. Puis alors, j'aime bien le sujet de la francophonie parce que ça oblige à ouvrir l'esprit. Voilà, la France, la francophonie n'est pas qu'une réalité européenne. C'est aussi une réalité au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique du Sud aussi. Où il y a beaucoup de gens qui parlent le français, beaucoup de gens d'origine française en Uruguay, en Argentine, et même au Chili aussi d'ailleurs, où il y a eu voilà aussi des présidents d'origine française. Je pense que c'est intéressant d'analyser un peu la dimension économique de la francophonie parce que il y a seulement 2 ans que le MEDEF international, qui est un peu l'équivalent de la OUIA en Argentine, donc le patronat, a développé justement une réunion des entrepreneurs francophones dans le monde et qui est organisée dans différents pays. Une fois en France, est organisée en Côte d'Ivoire, au Canada, etc. Et donc, parce que effectivement, en fait, on a beaucoup de choses à partager. On a déjà une langue qui permet de partager des connaissances, de partager des savoir-faire, de partager aussi des ressources humaines qui parlent la même langue. Et en particulier, pour toutes les ressources francophones en Afrique, c'est important d'avoir des entreprises qui sont en recherche de cadres francophones. Et il y a beaucoup de pays africains qui forment des cadres d'excellent niveau. Et quelque part, la francophonie est un moyen d'exporter ces gens en dehors de leur pays et de leur faire avoir des opportunités qu'ils n'auraient pas. Et effectivement, en Argentine, on voit aussi que au-delà de la France, le Canada, on parlait du secteur minier, il y a beaucoup d'entreprises minières canadiennes. La Belgique, on sait que sur les entreprises de l'hydrovie qui font le dragage, c'est des entreprises belges. Donc on voit que la réalité francophone, elle est pas que celle de la France, et c'est très bien que ce soit comme ça. Et on a ici d'ailleurs des activités avec les chambres de commerce des autres pays francophones, justement pour créer des liens, créer un effet d'entraînement auprès des autres pays sur voilà, les opportunités sectorielles, le partage des ressources humaines, des connaissances, etc. Donc on essaye de faire vivre cette francophonie, non seulement sous un angle culturel, mais aussi sous un angle économique. Et effectivement, au sein de l'Union européenne, il y a aussi d'autres pays francophones que vous avez mentionnés, le Luxembourg. Alors en dehors de l'Union européenne, il y a la Suisse aussi. Donc pour nous, c'est une dimension importante de notre activité à l'ambassade de faire vivre cette réalité francophone et pas de la faire vivre tout seul. C'est les autres aussi qui ont envie de la faire vivre, les pays africains, le Liban que vous avez mentionné. Et effectivement, ça peut aussi avoir des conséquences économiques positives parce qu'il y a des entreprises qui peuvent rechercher des cadres francophones et qui vont pas forcément être des Français. Et donc c'est pour ça aussi que c'est important pour eux d'avoir ce vivier de pays, de connaissances et puis même aussi des entreprises d'autres pays qui peuvent embaucher des Français parce qu'ils sont francophones. Ça existe aussi dans les deux sens, évidemment. Ça, c'est excellent. Je voudrais parler un peu, quand on pense en l'Argentine ou en Amérique latine, mais dans l'Argentine, je sais que les personnes dans les entreprises, les personnes en général dans l'Europe pensent les produits agricoles, la soja, c'est le mot? Soja. Soja, merci. Les maïs, etc. Le bife argentin. Mais maintenant, le lithium, toutes les ressources minérales, mais il y a aussi un échange intéressant des industries culturelles. Dans notre parc, et je vais reposer la question qu'on est en train de faire dans notre part en espagnol de ces podcasts, l'échange culturel, technologique, etc. Comment ça pourrait fonctionner dans le cadre de cette intégration avec le Mercosur ou le Cône Sud et tout le monde francophone? Parce que moi, j'ai l'impression, toujours, et ça c'est un peu chauvinistique, que l'échange culturel et technologique, c'est entre l'Argentine et la France.
comment on peut, dans ce monde en fragmentation, pour faire un plus grand bloc de pensée et de essayer d'intégrer. Je suis en train d'épuiser ma capacité de penser en français. Alors, je m'excuse, mais ça make sense? Non, mais cette question, elle est très pertinente. Moi, je pense que dans le domaine culturel, moi, je suis toujours frappé par le niveau de culture en général de l'Argentine, le niveau de culture artistique, créative, de culture générale, d'ouverture sur le monde qu'il y a en Argentine. C'est spectaculaire. Avant même de venir ici, j'étais un très grand fan du cinéma argentin, qui est, je pense, de très loin le meilleur de toute l'Amérique du Sud. Alors, je connais pas tous les cinémas sud-américains, mais je pense que l'Argentin est très au-dessus de tous les autres. Et je pense que si, effectivement, on analyse le lien culturel entre l'Amérique du Sud et l'Europe, souvent par le lien Argentine-France, c'est parce que ces deux pays, je dirais, qui priorisent peut-être la dimension culturelle et créative plus que les autres, et qui ont des politiques d'État de soutien à la création, qui ont une âme créative peut-être plus développée qu'ailleurs, et donc il y a quelque chose de spontanément, un lien qui se crée plus fort peut-être entre la France. Après, au sein de l'Union européenne, il y a d'autres pays qui ont des politiques aussi culturelles, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'en France, on met peut-être plus de moyens, plus de continuité politique dans ces dimensions-là de l'action publique, qui fait que on a peut-être des résultats un peu plus avancés en termes d'exportation culturelle dans le monde, d'accueil aussi des créateurs du monde entier, dans le cinéma, dans les arts plastiques, dans le théâtre, etc. Là, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps est morte une cinéaste iranienne, la Marianne Satrapi, qui a fait des grands films. Et c'est typiquement le genre de personne que la France, par sa politique culturelle et par son attraction culturelle, arrive à faire venir et à laisser s'épanouir pour leur création. Et je pense que ça, c'est un atout que la France a. Après, pourquoi est-ce que d'autres pays européens le font pas autant? Ça, je dirais que c'est à eux de répondre. Mais je pense que en Europe, en général, il y a cette fameuse exception culturelle qui fait que on essaye de dédier des moyens à ça. Et je pense que par rapport à une logique purement de marché que peuvent avoir d'autres pays comme principal driver, pour parler un mauvais français, dans leur état d'esprit, on a en Europe et justement aussi en Argentine, peut-être aussi au Brésil, je connais un peu moins bien ça, une volonté qu'il y ait de l'action publique qui développe ce type de création, de culture. Et je pense que ça, c'est très bien, parce qu'à la fin des fins, ce qui relie les gens, c'est plus la culture que les produits qu'ils consomment, j'ai l'impression. Ouais, je suis d'accord. Et les produits qu'ils consomment, c'est une conséquence de la culture. Et parfois, on développe des produits parce qu'on a des connaissances culturelles, on a des sensibilités artistiques, etc. Bon. Donc, tout part un peu de là, moi je pense en tout cas. Et donc, effectivement, je pense que dans l'accord UE-Mercosur, je pense que c'est pas quelque chose qui est spécifiquement inclus, mais je pense que le fait que cet accord ait été signé, qui rapproche ces deux blocs qui historiquement, culturellement sont proches, il est un signal qu'on envoie au monde qu'on a envie de faire des choses ensemble et que ça va faciliter les échanges économiques, commerciaux, mais aussi culturels entre les deux blocs. Je vais rentrer dans notre deux dernières questions, mais maintenant, on va donner la parole à une nouvelle intégrante de notre équipe à Full Disclosure. Comment on dit Full Disclosure en français? Je m'excuse, mais je ne sais pas comment dire. On va laisser Full Disclosure. Full Disclosure, oui. Toute la vérité, mademoiselle Victoria Vázquez-Curri, qui est une élève extraordinaire dans mon cours de stratégie globale dans l'université, et elle est en train de commencer avec nous, et elle va nous mener dans le lien, le terrain de la technologie. Alors, votre question, mademoiselle. Oui. Je m'excuse et je parlais un petit peu. Alors, vas-y. Mais comment l'intelligence artificielle va-t-elle transformer l'investissement étranger? C'est une question très difficile. Oui. Ça pourrait mériter plusieurs heures de podcast avec des gens beaucoup plus qualifiés que moi pour répondre. Moi, je suis un utilisateur ponctuel de l'intelligence artificielle, mais je vois aussi toutes les potentialités. Après, j'essaie de lire, de m'informer beaucoup sur ce qui se publie sur l'intelligence artificielle, les débats philosophiques. J'ai vu l'encyclique du pape, j'ai lu plusieurs philosophes français qui ont parlé de ça. Je vois aussi, évidemment, en termes de création, ce que ça peut faire. On a une entreprise française, d'ailleurs, Mistral AI, qui est une des entreprises de pointe dans le secteur. La seule, malheureusement, en Europe, on est toujours un petit peu en retard par rapport aux États-Unis et on n'a qu'un seul champion. Mais il se trouve qu'il est en France et qu'il fait l'objet d'un accompagnement fort des pouvoirs publics français. Moi, je pense que c'est un
je dirais même pas que c'est un domaine, parce qu'en fait, c'est un outil en réalité qui est transversal et qui va peut-être révolutionner en fait tout le monde, la communication, la production, le savoir, l'apprentissage. Donc c'est quelque chose qui peut-être peut se comparer à l'invention du feu ou de l'électricité ou du langage, enfin ou quelque chose vraiment de général, donc qui est dur à appréhender, mais qui effectivement redistribue peut-être un peu les cartes de la puissance, redistribue aussi les opportunités. Et moi, je pense qu'un pays comme l'Argentine, justement, qui a déjà une très haute qualité dans la formation d'informaticiens, d'ingénieurs, d'entreprises technologiques, évidemment Mercado Libre, Globant et d'autres, a tous les atouts pour, je dirais, devenir un utilisateur et un champion dans ce domaine et créer des partenariats avec la France. Je parlais dans le podcast en espagnol du fait que Globant était justement une entreprise argentine qui avait investi en France en rachetant des entreprises d'informatique et de technologie, en développant leur activité. Et je pense que dans le domaine de l'IA, où il y a aussi beaucoup de recherche et beaucoup d'activités économiques en France, il y a la possibilité de développer des partenariats avec l'Argentine. Et après, comment ça va révolutionner les investissements étrangers ? J'ai envie de dire que ça peut-être encore plus optimiser les processus de production, optimiser les avantages comparatifs que les différents pays ont par leur capital naturel, par leur capital humain, en utilisant au mieux ces outils, optimiser tous les processus d'échanges commerciaux, de production. Enfin, je pense qu'on n'a pas encore mesuré tout ce qui va pouvoir être offert par ces outils-là pour les entreprises et tout ce que aussi les gens dans les pays vont pouvoir tirer comme opportunité de ces outils-là. Mais je pense que comme tout, il y a la nécessité de réfléchir aux opportunités, de voir aussi les défis, les menaces, parce que le risque aussi qu'on peut voir, c'est tous les gens qui sont laissés de côté par ça, tous les gens qui peuvent perdre leur emploi, tous les jeunes qui peuvent perdre la motivation pour apprendre. Enfin, il y a beaucoup de choses à analyser dans le développement de l'IA. Je pense qu'on n'a pas encore totalement mesuré. En tout cas que moi, j'ai du mal à mesurer, mais je vois que ça peut transformer énormément de choses. Oui. Alors, je vais rentrer dans ma dernière question et je vous remercie de votre temps. Et ma dernière question, ça a à voir avec quel est le message de la France pour le monde maintenant qu'on est en train de vivre dans ce nouveau monde que ça me fait un petit peu de peur. Alors, on voit le ressurgement des idées impériales, la violence. La violence n'est jamais justifiée, mais maintenant c'est une violence pour la violence per se, des guerres qui sont complètement, il n'y a jamais de guerre nécessaire ou juste, mais complètement inexplicables. Et la France est comme un phare avec le message de l'égalité, la fraternité, la liberté, un phare dans ce monde un peu chaotique. Moi, je le vois comme un monde de ténèbres. Ça me fait un peu de peur. Quel est le message de la France en général pour le monde? Pas exclusivement pour l'Argentine, mais pour le monde. Non, c'est une excellente... Et là, je vous demande, non seulement comme un représentant diplomatique du gouvernement de la France, mais aussi comme un citoyen du monde. Non, je vais plutôt m'exprimer comme citoyen, parce que je prétends pas porter à moi seul le message de la France. C'est un peu intimidant comme perspective. Mais ce que je pense fondamentalement, c'est que la France, c'est un pays qui est attaché à un certain nombre de valeurs, de principes, et qui sont des valeurs et des principes qui ont, pour certains d'entre eux, pour la plupart d'entre eux, une portée universelle, en tout cas qu'on envisage comme telle, et donc une capacité aussi à être des principes qui sont partagés par d'autres pays du monde. Et ces principes, ils sont assez simples. Vous avez parlé de l'égalité, la liberté. Donc, la liberté, ça suppose un monde qui n'est pas justement un monde de domination, un monde impérial. L'égalité, ça suppose un monde où il y a une forme de justice sociale qui existe, d'État qui fournit à ses citoyens des biens essentiels en matière d'éducation, de santé, de balai, d'infrastructure. Et c'est aussi un message de respect des institutions, de l'état de droit, du multilatéralisme, du dialogue, de la négociation, qui n'est pas une logique de force. Je pense que la France, depuis de longues décennies, et en tout cas depuis la création des Nations Unies, est toujours un pays qui a essayé de porter un message justement basé sur ses principes et ses valeurs, sur le fait que la négociation devait permettre de résoudre les conflits, qu'on devait renoncer à l'usage de la force, qu'on devait essayer d'aller vers un monde plus démocratique où les citoyens participaient. Et je pense que malgré le fait que d'autres pays aujourd'hui semble prendre le contre-pied de ces valeurs, il y a beaucoup de citoyens dans le monde entier
qui continuent de partager ce message-là. Évidemment en Amérique latine, qui sont d'une certaine manière des pays frères en termes de valeurs, puisqu'ils ont constitué leur indépendance sur la base de ces idéaux de la Révolution française, de ces idéaux de démocratie, de république, et d'égalité, de fraternité, mais aussi dans d'autres parties du monde où je pense qu'il y a beaucoup de pays qui se reconnaissent pas dans une logique de force, dans une logique impériale. Et donc ce message, me semble-t-il, il est encore plus pertinent aujourd'hui qu'hier. Et il y a la nécessité, et peut-être que voilà l'accord avec l'Union Mercosur est une manière par le commerce de montrer ça, d'agréger des pays qui partagent ces valeurs et de montrer qu'on n'est pas condamné à une confrontation de superpuissance par la violence et par l'absence de règles. Mesdames et messieurs, on va finir ici notre premier épisode de Finance Rockstars en français pour de l'Argentine et de l'Amérique latine pour le monde francophone. Je vous remercie au nom de notre équipe. Merci Stéphane, merci Victoria. Merci à notre producteur général Ignacio Nacho Herbojo, à notre maître de production. Et je voudrais partager ces messages. Dans ce premier épisode, nous, on parle des affaires, de l'économie, de la macro, mais aussi on a besoin de parler de l'entendement et de la paix. Alors ça, je voudrais fermer avec ce petit message paix dans le monde. Merci beaucoup. Merci infiniment pour l'invitation et c'était un plaisir de participer. Je suis très honoré que ce soit la première émission francophone. J'espère qu'il y en aura d'autres et félicitations à vous et pour votre français à nouveau qui est remarquable. Merci beaucoup Victoria aussi pour ce français voilà, qu'il faut continuer à maintenir parce que... Ah oui. On va pratiquer. Je vais pratiquer. Oui. Je vais vous parler exclusivement en français maintenant. D'après aujourd'hui. L'Alliance française. Oui, l'Alliance française. Mesdames et messieurs, merci beaucoup.